Et bienvenue dans notre nouveau Web Social Café, aujourd'hui consacré aux aidants. J'ai le plaisir de co-animer avec Béatrice Quétier qui va se présenter dans quelques instants, donc notre webinaire consacré à ce sujet. Alors sujet sans doute un peu sensible et que d'aucuns voudraient, je dirais, prendre avec un petit peu d'appréhension. Donc l'objectif de la matinée, c'est, justement de prendre, de sensibiliser un petit peu les chefs d'entreprise à cette question des aidants. Comment, faire face à la situation, soit à titre personnel, soit, évidemment en qualité d'employeur, lorsqu'on a des salariés qui sont concernés par ce sujet. Donc, je vais laisser, Béatrice, le soin de se présenter et puis on va pouvoir démarrer donc notre petite présentation et je vous invite comme d'habitude à prendre la parole, en cours de route, hein. N'hésitez pas à nous poser des questions au fil de l'eau, puisque l'idée évidemment, c'est d'avoir aussi des échanges, donc avec, vous. Voilà. Béatrice, je vous laisse, la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors désolée, mais par contre, moi, j'ai aucune visibilité sur, puisque j'ai vraiment mon écran sur le support. Effectivement, Béatrice Quétier, donc je suis en charge des relations partenaires au sein du groupe VIF. Je suis également une des référentes pour le compte du groupe. Alors, en quelques mots, hein, le groupe VIF que vous connaissez peut-être déjà, qui est issu du rapprochement entre la MGN et Harmonie Mutuelle. Nous avons trois métiers, trois cœurs et qui se combinent et l'un ne va pas sans l'autre. Toute la partie assurantielle que vous connaissez par la mutuelle, le régime frais de santé, prévoyance. Donc, on est vraiment sur le code de la mutualité, le livre 2 du code de la mutualité. Nous avons la partie soins et accompagnement que nous appelons chez nous VIF 3, puisque nous avons plus de 1700 établissements de soins qui vont du début à la fin de vie. Donc, crèche, maternité, jusqu'aux EHPAD et également la maison des obsèques. Et puis, nous avons le logement via Arcade Groupe Vive, qui est un bailleur social, qui est le quatrième bailleur social en France. Et nous avons fait le choix d'intégrer le logement dans notre approche globale de la protection sociale, puisque c'est un déterminant de santé. Pardon, je perds ma voix, excusez-moi. Le logement est un déterminant de santé. Donc, une personne, bien évidemment, qui a des problèmes de logement, que ce soit dû à l'humidité, par exemple, va avoir des répercussions sur sa santé. Et donc, forcément, ça va avoir des répercussions dans nos établissements de soins et au sein de nos régimes frais de santé et prévoyance. Donc, voilà en quelques mots le groupe Vive et l'ensemble, c'est 45 000 collaborateurs. Donc ça, Je vous c'était laisse pour la petite peut-être, photo. Dominique. OK. Alors voilà, on va recontextualiser peut-être un petit peu le sujet du jour quand même. Effectivement, donc, comme vous le voyez à l'écran, hein, on sait tous que on va connaître un choc démographique, dans les années qui viennent, avec une population, tendanciellement en vieillissement et donc avec, de plus en plus, la question du bien vieillir et de l'accompagnement du vieillissement qui va se poser. Bon, elle se pose déjà, mais avec un facteur évidemment, un facteur accru, dans les prochaines années. Donc, ce que l'on se propose aujourd'hui, c'est, évidemment de revenir un petit peu sur cette notion d'aidant et d'aidance. Quels sont les cadres, aujourd'hui, déjà qui existent, hein, au niveau juridique, les mesures qui peuvent, déjà, avoir été mises en œuvre, par le législateur et puis surtout ce qu'on voudrait aussi vous présenter, c'est concrètement, pratiquement comment, réagir, quelles réponses apporter
à vos salariés et à vous-même lorsque la question de l'aidance se pose. C'est l'objectif premier. Et puis, vous présentez un petit peu quels sont les différents intervenants sur le sujet, justement vers lesquels on peut se tourner pour accompagner ces situations. Donc, je vous le disais, évidemment, la question démographique est majeure dans cette problématique. Alors, je voulais vous restituer quand même quelques chiffres, spécifiques à la branche cette fois, puisque, bon, vous le savez, notre branche a un peu plus d'1 million de salariés. On a aujourd'hui, enfin aujourd'hui, c'est statistiques d'ARS, ministère du Travail, donc arrêté au 31 décembre 2020. On a à peu près, on a 29 de salariés qui ont moins de 25 de 29 ans précisément. Et on a ensuite 54 des salariés qui ont entre 30 et 49 ans, et puis 17 qui ont 50 ans et plus. Et donc, c'est cette pyramide qui va progressivement évoluer vers le haut, et donc qui nous amène nécessairement à nous interroger sur le sujet des aidants. Donc, ce que je vous propose, c'est que évidemment maintenant, on déroule notre petite présentation, et encore une fois, je me ferai le relais des questions que vous pourriez poser dans le chat auprès de Béatrice. Alors, initialement, on avait voulu vous présenter un petit court-métrage que le groupe Vive a réalisé, puisqu'on est engagé sur le sujet de l'aidance. Et enfin, il y a eu tout un documentaire, et ça, c'était le court-métrage qu'on voulait vous passer. Mais a priori, on a malheureusement un problème son, donc on ne va pas vous le passer, mais on vous le mettra bien évidemment à disposition. Mais ce qui était intéressant à travers ce court-métrage, c'était justement de voir la définition des aidants. Selon la autorité de santé, les aidants dits naturels ou informels, ce sont bien sûr les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage. Donc, le proche aidant peut faire partie de la famille ou non, hein, ça peut être aussi un voisin. Avoir une activité professionnelle ou pas, vivre avec la personne aidée d'ailleurs. Et puis, la personne aidée, elle, alors on pense souvent à la personne âgée, mais ça peut être également un enfant ou un adulte handicapé ou atteinte d'une perte d'autonomie à un moment donné de sa vie. Donc, on va vous passer, désolée pour ce contretemps sur le film. En chiffres, ça donne quoi? Ça donne, les salariés aidants représentent un nombre croissant, ça on vous l'a dit avec Dominique. Aujourd'hui, on estime à 11 millions d'aidants, ce qui représente quand même près de 6,6 millions d'aidants en activité. Donc 60%, et dont 80 qui travaillent à temps complet. Et ce qu'on voit à travers ces chiffres, c'est que 55% des proches aidants sont des femmes. Et pourquoi je disais tout à l'heure qu'on estimait à 11 millions de proches aidants? Tout simplement parce que 54% s'ignorent quelque part dans cette situation d'aidant, parce qu'ils font les gestes naturellement, d'aller faire une course, de remplir des documents administratifs, voilà. Et donc, ces personnes-là n'estiment pas être en situation d'aidance. Et pour rejoindre un peu la démographie que vous donnez, Dominique, au niveau branche, on voit quand même que la tranche 35-49 ans, majoritairement, sont des personnes en situation de aidance. Donc, c'est un sujet où finalement, on peut tous être confrontés à rencontrer cette situation, en tous les cas. Et ce que je vous disais, hein, c'est qu'effectivement, un certain nombre ne savent pas
qui sont aidants. Et si vous-même, on vous interroge, et bien évidemment, je n'attends pas de réponse, mais si vous-même, vous répondez à ces 3 questions et qu'à ces 3 questions, vous répondez oui, c'est que vous êtes également en situation de aidance, vous êtes un proche aidant. Donc, je ne sais pas si déjà vous avez des interrogations par rapport à ces chiffres et par rapport à cette définition. Bon, là, il n'y a pas de questions à ce stade, en tout cas pas dans le, dans le chat. Mais Donc, n'hésitez pas à intervenir, hein, bien évidemment. ouais, ok. Et donc là, non, ce qu'on peut inviter chacun à faire, c'est de se poser ces 3 questions. Et donc, quand on combine les réponses, on sait qu'on est aidant. Ok, très bien. Alors, pour répondre à la question de notre thématique de ce matin, il y a le premier volet qui est à connaître, en tous les cas, c'est l'environnement juridique. On ne va pas rentrer dans le détail, mais pour pouvoir répondre à un besoin, il faut quand même avoir ce cadre législatif. Les droits à des congés sont susceptibles du coup de répondre à des besoins des salariés aidants. Et aujourd'hui, vous avez 3 types de congés spécifiques, plus un dispositif de don de congés qu'on va aborder un petit peu plus loin. Donc, le premier congé, c'est le congé de présence parentale, que vous pouvez voir aussi en abréviation en CPP. Donc, il permet d'assister un enfant de moins de 20 ans gravement malade, en situation de handicap ou accidenté, pour lequel il est indispensable une présence et des soins contraignants. Donc, il concerne tout salarié sans condition d'ancienneté. Et là, par contre, il y a la condition, c'est que l'enfant, bien évidemment, soit à charge. Il est limité à un maximum de 14 mois sur une période de 3 ans pour un même enfant. Ensuite, vous avez le congé de solidarité familiale, donc le CSF pour le coup, qui lui permet d'assister un proche en raison de la gravité de son état de santé, personne dont le pronostic vital est engagé en phase avancée de pathologie. Il est limité à 3 mois, renouvelable une fois. Bien évidemment, si l'employeur, donc vous en l'occurrence, y consentez. Et il peut être pris sous forme partielle ou fractionnée. Et enfin, vous avez le congé proche aidant, donc le CPA, qui lui permet d'assister un proche dépendant sans justification d'ancienneté, d'une durée de 3 mois, qui est renouvelable dans la limite d'1 an sur l'ensemble de la carrière professionnelle. Ça, c'est bien important. Ce congé peut être pris sous forme de temps partiel ou fractionné, si l'employeur y consent, bien sûr. Et le congé du proche aidant permet aux salariés ou aux fonctionnaires demandeurs d'emploi ou travailleurs indépendants et conjoints collaborateurs de suspendre ou de réduire son activité professionnelle pour se porter au chevet d'un proche dépendant. Il y a à l'heure actuelle le Sénat qui a adopté, alors c'est tout frais, puisque c'est cette semaine, c'était le 13 décembre. Le Sénat, il a adopté en première lecture le projet de loi portant sur diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. Et pour mémoire, en social notamment, des mesures sur les droits des salariés en congé de paternité et d'accueil de l'enfant, en congé parental d'éducation et en congé de présence parentale sont en cours de discussion. Et l'Assemblée nationale, à partir du 24 janvier 2023, devra se prononcer en séance sur ce texte qui est en cours. Donc voilà, il y a une actualité à suivre pour l'année 2023.
Béatrice, donc merci pour ce premier panorama. On voit que dans les différents congés qui sont signalés, surtout le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant, il est possible par accord de convention, donc au niveau d'une branche, hein, d'aménager ces dispositifs. Mm. Donc, je précise qu'à ce jour, il n'y a pas de tel aménagement spécifique dans notre convention collective. Alors, peut-être qu'un jour, ça viendra, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il faut effectivement se reporter pour l'instant uniquement aux dispositions légales pour avoir des aménagements particuliers liés aux situations que vous venez d'évoquer. OK, donc pas d'interrogation pour l'instant sur le sujet, donc on peut poursuivre. Très bien. Donc, pour répondre à cette question, hein, quelles sont les attentes des salariés aidants et les réponses pour un dirigeant? On va dans un premier temps analyser l'attente et dans un second temps essayer d'apporter des réponses. Sachant que, essentiellement dans les TPE, PME, du fait de la taille des entreprises, des aménagements sont souvent individuels et au cas par cas, bien évidemment. En termes de panorama, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous voyez, pardon, parce que j'ai devant moi je ne sais pas si ça vous gêne ou pas, j'ai un qui s'est affiché. Il y a une étude qui a été réalisée et en fait, ce qui est important de retenir dans les attentes, c'est qu'il y a trois enjeux autour du temps de travail, donc congé et aménagement des horaires, des aides financières. Donc, on a vu l'aspect juridique, mais il y a aussi d'autres aspects que nous allons étudier, et autour de la communication. Les droits, bien évidemment, et les dispositifs qui sont mis à la disposition des salariés aidants. Juste, si vous permettez, donc on a une question qui est arrivée. Par rapport à ces droits précisément, est-ce que ces droits sont opposables? C'est-à-dire que le salarié, en l'occurrence, peut dire, voilà, je suis en situation d'aidant, j'ai l'ancienneté requise, enfin, je coche les différentes cases et donc automatiquement la personne va bénéficier du congé ad hoc, ou est-ce que l'accord de l'employeur est nécessaire? Alors, l'accord de l'employeur est nécessaire. Ok. Peut-être revenir sur les… Est-ce que je peux aller en arrière? Parce que ce qui aurait été idéal, c'était de revenir sur le slide du tableau sur les aides législatives. Ouais. Mais l'accord, pour la plupart, entre autres le congé de solidarité familiale et le congé proche aidant, bien évidemment, il faut que l'employeur, sauf s'il y a un dispositif, mais sinon, l'employeur, bien évidemment, faut qu'il y concède. Et on pourra transmettre les éléments détaillés, puisque là, c'est vraiment un tableau de synthèse qu'on vous a présenté, mais on pourra vous présenter un tableau détaillé avec tous les éléments pour que vous puissiez répondre aux éventuelles demandes de vos salariés. OK. Donc, notamment lorsqu'il y a des aménagements horaires à organiser, forcément, ça se fait avec l'accord de l'employeur. Exactement. Donc, on a vu 3 niveaux d'attente. Donc, le premier, autour des congés. Donc, les congés par intermittence pour gérer un imprévu, bien évidemment. 26% des cas, dans 26% des cas, les salariés aidants doivent s'absenter de leur travail et c'est évalué à 16 jours annuels. Donc, il y a forcément un enjeu de performance économique pour les entreprises.
Quand on parle de flexibilité horaire, on peut parler bien évidemment des horaires décalés, on peut parler du télétravail et des prises de congés facilitées. Donc, la question de l'absence récurrente de longue durée ou pas, qui peuvent être planifiées ou malheureusement brutales suite à une hospitalisation, par exemple, ça constitue un vrai enjeu pour vous. Donc, comment répondre à cette attente? Eh bien, l'aménagement du temps de travail. Donc, on l'a vu, hein, on a parlé de la flexibilité. Ça peut être des autorisations ponctuelles que vous autorisiez et puis des congés spécifiques comme on l'a vu à travers le texte de loi. Donc, ces aménagements permettent de diminuer des risques de recours aux arrêts maladie pour pouvoir soutenir le proche dépendant. Je l'ai évoqué tout à l'heure sur les dispositifs de don de jour, qui est issu de la loi du 13 février 2018 et qui consiste pour l'aidant bénéficiant d'un congé de présence ou de congé par une forme de solidarité entre salariés. Donc, un salarié peut tout à fait mettre à la disposition des jours de RTT non pris, par exemple. Donc, c'est aussi une forme de solution que vous pouvez proposer dans vos entreprises. Et pour tout ce qui est besoin de répit, il existe un guide, vous avez le lien hein, quand on clique sur l'image, que le gouvernement a mis en place et qui donne aussi plein de solutions pour les aidants, pour trouver des moments de répit et des solutions sur ce volet-là. Je ne sais pas si vous avez des interrogations par rapport à cet aménagement du temps de travail éventuellement. Là, Des je remarques. vois pas de questions, de remarques pour l'instant. Moi, j'en ai juste une, enfin, qui me vient à l'esprit. Je pense que dans les entreprises qu'on connaît bien chez Sinov, plutôt de petite taille, je pense qu'il y a un principe de réalité et je dirais des solutions assez empiriques qui vont être trouvées. Donc, j'imagine que aménager l'horaire de travail, permettre à la personne de partir plus tôt, d'arriver en décalé, c'est des choses qui vont se pratiquer sans doute assez facilement et sans qu'il y ait de grands formalismes qui soient mis en place pour cela, quoi. Mais ça n'exclut pas évidemment les autres solutions que vous avez évoquées et qui sont sans doute qui permettent de répondre Un besoin. à des besoins d'absence je dirais plus prononcés et, par rapport à l'autre hypothèse d'autorisation très ponctuelle où là, bon, bah, quelque part, les choses se font un peu de gré à gré, quoi. Bien sûr. Et encore une fois, hein, être aidant, c'est pas, ça peut être sur des périodes plus ou moins longues, hein. On peut être aidant pendant 3 mois, le temps d'une hospitalisation où malheureusement il y a un risque vital pour une personne, pour un proche. Et puis la médecine faisant, voilà, la personne est sauvée et chacun après reprend son rythme habituel. Ça peut vraiment être ponctuel et c'est en ça aussi que c'est intéressant de connaître les différents dispositifs. D'accord, non, bah, donc a priori pas de questions, de commentaires. Sur le deuxième enjeu, du coup, qui est l'enjeu financier,
Être aidant, eh bien, malheureusement, ça implique du temps, mais ça aussi implique souvent des aménagements de véhicules ou des achats de matériel ou des aides à domicile. Et donc, effectivement, quand on est en situation de aidance, eh bien, l'enjeu budgétaire est à prendre aussi en considération. Donc, on l'a vu à travers les différents dispositifs juridiques qu'il existe des moyens, mais aussi pour y répondre, il y a l'action sociale de la mutuelle. Comme vous le savez, le régime frais de santé est obligatoire avec une prise en charge de la cotisation à minima à hauteur de 50% par l'employeur. L'importance de choisir son organisme, c'est aussi toutes les aides autour et dans le code de la mutualité. L'action sociale, toutes les mutuelles ont des aides financières et des actions sociales. Alors, elles ont bien évidemment des critères de ressources essentiellement et en fonction de la composition familiale. Mais en tous les cas, il ne faut pas hésiter à faire ces demandes à partir du moment où vous avez un régime frais de santé et que l'organisme a une action sociale. En l'occurrence, pour ce qui est de Harmonie Mutuelle, ce sont vraiment des assistantes sociales qui étudient les dossiers. Et chaque dossier, bien évidemment, est anonyme. Et ensuite, par les élus composés de la mutuelle, les décisions financières sont prises, alors qu'ils peuvent être en tout ou partie. Mais en tous les cas, ça peut être une des solutions pour le proche aidant. Là, je vous parle de la mutuelle, mais bien évidemment, vous avez aussi les caisses de retraite complémentaires que les groupes de prévoyance peuvent également intervenir et ce, à plusieurs niveaux. Donc, n'hésitez pas à regarder les organismes santé, prévoyance, retraite qui vous accompagnent pour que vous puissiez éventuellement faire cette proposition aux salariés aidants. Et les aides en général, alors vous pourrez évidemment pas parler pour toutes les mutuelles, mais au moins pour la vôtre, pour Harmonie, en général, il y a des critères financiers justement. Alors, est-ce que bon, ce qui pourrait tout à fait se défendre, hein, ça existe parfois. Est-ce que sur ce type justement de risque, on va dire, est-ce que ça existe aussi? Bah, en fait, C'est-à-dire l'accès à l'assistante sociale ou à une personne qui va vous aiguiller, qui va un peu vous orienter, parce que ce genre de choses, c'est ouvert à tout le monde dès lors qu'on est dans le régime, ou est-ce que c'est voilà, il y a des critères alors de rémunération, par exemple, ce genre de choses? bien évidemment, il faut être adhérent Oui, pour OK. voilà. On va le voir, il y a toute la partie assistance, hein, on le voit un petit peu plus loin, il y a toute la partie assistance pour le volet communication. Et pour le volet financier, effectivement, il y a des critères de ressources et après, vous avez tout un accompagnement qui peut se faire sur le conseil et les organismes existants qui peuvent aussi apporter des soutiens financiers. D'accord. Et bien OK. évidemment, en plus, en fonction de la personne aidée, pour le coup, qui elle aussi a des, en tous les cas, peut avoir des aides financières par différents organismes. Si on est sur l'aménagement d'un véhicule suite à un handicap, par exemple, vous avez différentes ressources qui peuvent se cumuler. Bon, donc après, il faut rentrer dans le détail, donc on va pas le faire là. Mais oui, si après, c'est du cas par cas, évidemment. Alors, exactement. Et surtout, si vous avez besoin
d'un accompagnement, bien évidemment, vous pouvez demander à Dominique et qui se mettent enfin, qu'on se mette en relation ensemble, parce que les parcours peuvent être très complexes et très lourds administrativement, hein, ça faut en avoir conscience. Mais enfin, voilà, je suis aussi là pour aider et accompagner et étudier le dossier, puisque chaque situation va être complètement différente en fonction si l'aider est une personne âgée ou un enfant handicapé. Ce ne sont pas forcément les mêmes parcours. Sur Bon, le troisième volet, le troisième enjeu, qui tourne autour de l'information sur les droits et sur les dispositifs, là encore, il y a différentes possibilités et acteurs qui peuvent intervenir. Pour vous, en tant que dirigeant d'entreprise, ce qui est important à savoir, c'est justement toutes les ressources vers lesquelles vous pouvez interagir. Pour ça, certains salariés aidants préfèrent parfois se tourner alors vers un manager en fonction de l'organisation de l'entreprise, éventuellement un responsable RH, mais souvent, en fait, ils en parlent entre collègues avec qui ils entretiennent des relations quotidiennes et de confiance. La plupart des salariés aidants hésitent à évoquer ce sujet de peur d'avoir un regard différent. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir communiquer, bien évidemment, sensibiliser et former. Et pour ce faire, plus vous en parlez et vous démocratisez quelque part ce sujet des aidants, et moins il y a de réticence à évoquer. Et donc, pour ce faire, vous avez différents portails publics qui existent. Donc là, je vous en ai mis deux à titre indicatif qui sont pour les personnes âgées et Ma Boussole Aidant. Il y a un numéro de soutien aussi qui existe, qui a été mis en place par le gouvernement. Et c'est vraiment des sites qui permettent aux salariés aidants de trouver des solutions qui vont jusqu'à vivre à domicile, jusqu'à changer de logement, trouver un EHPAD, par exemple. Et le numéro vert qui est indiqué, il a été mis en place en fait lors de la première vague de confinement et il est toujours d'actualité parce que le confinement, malheureusement, eh bien, il y a eu des vraies situations d'isolement et c'est dans ce cadre que l'État a mis en place ce numéro. Toujours en termes de portail, le groupe Vive, on a également développé une solution. Alors, vous avez ce qu'on appelle des données froides et des données chaudes. Les données froides, c'est bien évidemment toutes les solutions qui sont mises à disposition pour trouver des solutions en fonction du besoin. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les données chaudes. C'est vraiment là la mise en relation avec des experts pour une situation bien précise. Alors, c'est un portail ouvert qui est public. Et donc là, il n'y a pas forcément cette notion d'adhérent ou pas. Mais pour le coup, ça va être des services payants à la différence que quand on est adhérent, et là, il y a des services intégrés. Voilà. d'accord. Et est-ce que vous avez forcément des retours d'expérience sur tous ces dispositifs? Est-ce qu'il y en a qui sont privilégiés par rapport à d'autres ou est-ce que, ma foi, bah, c'est, voilà, la combinaison de tous ces dispositifs qui permettent de répondre à la diversité des situations, on sait un petit peu comment ces services sont utilisés ou
Ou c'est un peu… Alors, alors, on n'a pas de… Très honnêtement, sur les portails publics, je n'ai aucune visibilité de consultation ou de vue ou de téléchargement de documents. Pour le portail du groupe Vive, il est encore trop tôt parce qu'il a été mis en place au mois de juin. Donc, c'est encore un petit peu tôt en termes de retour d'expérience sur la consultation et l'utilisation de cet outil. Après, en termes de retour d'expérience un petit peu plus généraliste sur les solutions, on est vraiment au cas par cas et la situation d'un proche aidant, d'une personne âgée et la solution pour un enfant handicapé, par exemple, elles sont tellement différentes que c'est compliqué de pouvoir donner, de généraliser. On est vraiment sur des situations très différentes. Pour avoir échangé encore il n'y a pas très longtemps, parce qu'on fait beaucoup de tables rondes sur le sujet, avec un papa qui a un petit garçon handicapé, bien, lui, son besoin, c'est de trouver l'établissement à des périodes d'âge, parce que jusqu'à 6 ans, il va pouvoir le placer, et puis au-delà, il va falloir qu'il trouve un autre établissement. Donc là, il a besoin d'un accompagnement. Et malheureusement, ce n'est pas forcément toujours proche de son domicile. Donc, tous les à peu près 4-5 ans, maintenant, ce petit garçon, il a une douzaine d'années. Tous les 4 ans, il est obligé de déménager pour pouvoir se rapprocher de l'établissement où son enfant est en hospitalisation de jour, en fait. Donc voilà, donc son besoin, lui, va être sur le logement. D'autres, ça va être plus des besoins financiers. Ok, donc des situations très, très, très variées. Tout à fait, tout à fait. Bon. Euh, Alors, il y a un certain nombre d'intervenants qui peuvent aussi être sollicités oui, pour, euh, pour accompagner ces situations. alors, vous le savez, ça, je n'en doute pas, mais effectivement, les médecins du travail et l'assistante sociale, ce sont 2 personnes qui sont là aussi pour pouvoir accompagner les salariés. Malheureusement, j'ai envie de dire que malgré l'existence de ces services, les salariés aidants peuvent avoir des fois des réticences, là encore, à se retourner vers le médecin du travail ou l'assistante sociale, parce que subsiste encore une fois la peur d'un manque de recul de ces acteurs qui dévoileraient des informations confidentielles. Mais en tous les cas, en tant que dirigeant, il est important potentiellement aussi d'orienter vos salariés aidants vers ces acteurs qui ont l'habitude et qui savent faire. Sur l'assistante sociale, fonction bien sûr de la taille des entreprises, mais je me permets de rappeler quand même cette loi du 28 juillet 42, donc qui n'est pas toute neuve, qui oblige l'instauration d'un service social pour les entreprises de plus de 250 salariés, alors que ce soit en interne ou fait à l'externe. Hein. Mais voilà, le rôle de l'assistante sociale a son importance à ce niveau-là dans l'accompagnement des salariés aidants. Sur les autres acteurs, encore une fois, et je vous l'ai évoqué au début de présentation, par le code de la mutualité, le groupe Vive a des établissements de soins, 1700
sur la globalité, hein, donc qui intègre aussi typiquement les opticiens et autres. Mais sur ce volet-là d'accompagnement pour les salariés aidants, on a des différents pôles qui sont sur l'ensemble du territoire. Je vous ai mis l'adresse mail du référentiel qui est plutôt bien construit parce qu'en fonction du besoin et de la région, vraiment, vous pouvez trouver le spécialiste qui répondra à un besoin. Donc, il existe un certain nombre, là encore, de portails qui sont intéressants de connaître. Et on peut se dire que du coup, c'est quand même très complexe de s'y retrouver dans tous ces portails. Et notre service assistance, et je le sais pour connaître quand même les acteurs du marché, que nous avons tous une assistance dans nos contrats qui, alors pour le coup, là on le sait, sont très très peu utilisés malheureusement. Mais vous avez des psychologues du travail et des assistantes sociales qui sont vraiment là pour accompagner et aider, orienter en fonction du besoin et de la situation. Donc, Oui, franchement, il est impératif, oui, quelque part, dans votre dispositif, de bien communiquer sur ce volet de l'assistance. oui. Est-ce que vous parliez de l'assistante sociale obligatoire dans les entreprises de plus de 150 salariés? Oui, Comme vous le savez, chez Sinov, c'est une bien catégorie sûr. d'entreprise dans laquelle on a peu d'adhérents. Oui, Donc, effectivement, l'assistante sociale, là, ça va être plutôt, dans nos exactement. entreprises, se tourner vers l'assistance de la mutuelle. OK, Exactement. d'accord. Mais il faut avoir, Et pour faut-il le pouvoir faire la connaître? démarche, Faut-il il le faut déjà savoir? connaître, Voilà, et avoir ce réflexe qu'on n'a pas forcément, bien sûr. bien sûr. Mais encore une fois, c'est souvent par méconnaissance ou parce que le salarié aidant est tellement pris dans sa situation ou préoccupé par sa situation que finalement, il n'a pas ce recul nécessaire pour dire, ben oui, je peux appeler l'assistance qui peut peut-être me trouver une solution. Et c'est en ça Bah, que voilà, ouais. chacun a un rôle d'accompagnement. Bah, c'est-à-dire que et le réflexe, comme vous le disiez, il existe que si on ose un peu parler du sujet. Tout à fait. Donc, peut-être que enfin, ça reste un peu tabou, je ne sais pas. Il y a une gêne qui peut exister parce que bah, quelque part, c'est dévoiler un petit peu un pan de sa vie personnelle et en entreprise, on le fait pas toujours spontanément, quoi. Donc, sauf si ça a des conséquences directes sur le travail, l'employeur va pas forcément le remarquer. Ils Exactement. sont quelques-uns là dans la réunion et donc sans doute que, voilà, si le salarié prend tout sur lui et il n'y a pas de manifestation, on va dire, extérieure de cette situation, ça peut passer complètement sous le radar, quoi. Mais je vous le disais dans ma présentation, hein, je suis également référente RSE et dans ce cadre-là, on a fait toute une communication l'année dernière, un grand pan sur le volet handicap. Donc voilà, à travers différents événements au cours de l'année. Et du coup, en discutant avec mes collègues, j'ai un proche collègue à moi qui m'a fait part de sa situation, d'un proche en situation de handicap et que j'ignorais, alors que ça fait plus de 4 ans que je travaille avec cette personne. Mais le fait que je parle du handicap, alors parce que j'avais cette casquette, il est venu se confier à moi. Et c'est en ça où, en fait, la communication a toute son importance. C'est un vrai enjeu, hein, c'est un Mmh, enjeu, mmh mh. alors là, on parle beaucoup du salarié aidant, mais il y a aussi, parce que c'est pas réservé à un statut, hein, l'aidant, voilà, on l'a vu par les chiffres, hein, on peut être tous confrontés sur ce sujet et c'est un vrai enjeu de concilier les danses avec la vie professionnelle, l'aménagement du temps de travail, l'écoute, enfin voilà, pour ça, il faut vraiment qu'on en parle ensemble, tous.
Ben, c'est ce qu'on essaye de faire, au moins par cette présentation, même si pour l'instant, bon, il y a pas énormément de questions, mais je pense que les questions, peut-être elles viennent quand on a été confronté, à la situation et plus directement. Est-ce que, donc en conclusion, heu, voilà, je vous l'avais dit, nous on a au niveau de la branche, on réfléchit, au sujet. Alors pour l'instant, c'est une approche, hein, et c'est quelque chose qui est assez, on va dire, en mode découverte. J'ai, au niveau de la commission paritaire des TPE-PME, donc dans laquelle, nous travaillons, c'est un sujet qui pourrait venir en discussion. Voilà, alors, peut-être qu'effectivement pour le faire connaître davantage, pas forcément pour créer des droits nouveaux, mais au moins pour sensibiliser, faire de l'information. On voit que c'est déjà le 1er pas qu'il faut franchir pour, peut-être, heu, alerter un peu mieux, puis surtout pouvoir, aider les gens quand ils sont, confrontés au sujet. Hem, les salariés heureux, ben, oui, on espère qu'ils sont heureux, on fait tout pour. Heu, est-ce que, vous avez vous, sur l'ensemble de la branche, une vision un peu statistique où on arrive à identifier, enfin identifier, à faire un peu avoir à visualiser ce que ça représente, les aidants et finalement les impacts sur la marge de l'entreprise ou c'est des choses qui n'existent pas aujourd'hui? On a des choses Oui, peut-être sur l'absentéisme, mais pas liées aux aidants en particulier, quoi. non, non, il y a pas, pas à ma connaissance, il n'y a pas encore, au niveau branche en tous les cas, il n'y a pas encore, d'études spécifiques, qui ont été, réalisées. Et toute la difficulté encore une fois, hein, c'est, la limite entre, l'absentéisme donc professionnel et la entre guillemets, «l'intrusion dans la vie personnelle du salarié», Mmh, puisque et est-ce que lui-même, il se reconnaît en situation de aidance? On l'a vu dans les chiffres. Ça va, mmh. c'est aussi ça tout l'enjeu, c'est de pouvoir identifier lui-même, est-ce qu'il est en situation de aidance? Est-ce qu'il s'estime être en situation de aidance? Bon, alors est-ce que ça suscite quelques réactions Oui. dans notre, auditoire? Certes Oui. limité, mais peut-être que Si vous m'entendez, oui, on vous entend, c'est bon? c'est vrai. Je vais réagir sur ce que vient de dire Béatrice. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui pensent que c'est normal d'aider son parent, d'aider un proche, d'aider son mari ou son enfant. Et je pense qu'il y a toute une frange de nos salariés mais au-delà des entreprises de la branche bétique, hein, des salariés en général, et notamment des femmes, et je ne veux pas faire de féminisme, hein, ça n'a rien à voir, qui pensent que c'est tellement normal qu'elles ne pensent pas que ce soit, «exceptionnel», on va dire, entre guillemets. Donc, peut-être à un moment donné, il faudrait qu'on communique sur, le fait que, heu heu, diviser sa journée en ayant, 3 plein temps, parce qu'on fait 8 heures à la maison pour s'occuper de quelqu'un, 8 heures au travail parce qu'on veut surtout pas manquer, parce que et encore une fois, c'est pas du féminisme, mais c'est souvent les femmes. Donc on fait les 8 heures, voire plus au boulot parce qu'on veut pas, se faire critiquer ou parce qu'on a ce fameux complexe de l'imposteur. Après on fait les 8 heures à la maison parce il y a quelqu'un qui va pas bien et cetera, et parfois on aide aussi les parents. Donc on rajoute à tout ça, je l'ai vécu, je le vis encore, donc où, j'ai des semaines qui ne sont jamais assez longues parce que j'ai ma mère qui est dans la Nièvre dont je m'occupe et je travaille et je m'occupe de mon fils, et à un moment donné on multiplie, en fait on a 3 fois 8 heures dans une journée. Et on s'oublie, et je pense que s'il y a toute cette notion-là d'oubli de soi, qu'il faudrait peut-être qu'on communique là-dessus, pour faire comprendre alors, il y a aussi des hommes, attention, hein, mais faire comprendre aux personnes qui vivent ça que, il y a des solutions qui existent, et à un moment donné,
avant de passer le burn-out ou avant de se passer par une case où d'un seul coup on s'abîme totalement et on ne peut plus rien faire pour les autres, ça sert. Il y a vraiment une phase de communication et de prise de conscience. Et c'est pas du féminisme, mais beaucoup de femmes, on est éduquées pour ça, hein, franchement. Moi, quand j'étais petite, on me disait qu'il fallait être gentil, il fallait s'occuper, il fallait faire plaisir, fallait faire à manger, il fallait faire. J'ai fait, hein. À un moment donné, je me suis écroulée. Donc, Et sans ça, je me permets de rebondir et je vous remercie de nous faire part de votre expérience. À un moment donné dans la présentation, j'ai évoqué rapidement les fiches de répit qui sont mises à la disposition, qui apportent plein de solutions et qui justement sont là aussi pour rappeler l'importance de prendre soin de soi et de pas. Il faut oser faire appel à des organismes qui sont là pour aider, pour prendre, si c'est peut-être même juste 3 heures, de prendre la personne aidée en charge et qui permettent pendant ces 3 heures, potentiellement juste d'aller chez le coiffeur, de potentiellement, c'est tout simple, c'est tout bête, mais ça fait du bien et ça permet aussi de se ressourcer et d'être disponible après pour reprendre la personne aidée en charge. Et après, il y a cette prise de conscience de se dire que c'est pas normal de le faire. C'est en plus d'une vie qu'on devrait avoir. C'est pas, beaucoup de gens pensent que c'est normal, il faut le faire. Ça s'arrête là. Bien sûr. Je partage complètement. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. Moi, merci Séverine. Et on comprend tout de suite que quand on a été directement confronté à la situation, on est beaucoup plus sensible, évidemment. Et je pense que c'est pas le nombre de participants aujourd'hui qui doit nous faire renoncer, parce que effectivement, c'est peut-être un sujet qu'on repousse un petit peu, ou qu'on veut pas voir tant qu'on n'y a pas été directement confronté. Est-ce que vous avez d'autres questions ou réactions? Et si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Moi, je vais remercier Béatrice et tous vous remercier pour votre participation. Et donc, on sait qu'on est au début de quelque chose de toute façon. En tout cas, au niveau de la branche, probablement que voilà, les travaux le sujet va être pris en main. Après, je le disais, probablement plus pour faire de l'information et de la sensibilisation que pour créer des droits ou des choses nouvelles. Mais en tout cas, déjà, sans doute mieux faire connaître le sujet et montrer ce qui existe. Ça a l'air d'être déjà l'une des premières pistes assez intéressantes à creuser. Et on pourra peut-être s'appuyer sur le groupe Vive, Béatrice, si vous en êtes d'accord, pour le faire. Bien sûr, Dominique vous partagera ou vous a peut-être déjà même partagé le support. Il y a déjà des choses qui existent et mettre peut-être une boîte à outils, ça peut être déjà un premier pas, en tous les cas, pour vos salariés aidants et pour vous en tant que dirigeant. Et bien évidemment, on sera à vos côtés pour travailler ce sujet. Bon, merci. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis au plaisir de se retrouver en 2023 pour un nouveau Web Social Café. Merci Béatrice, merci Dominique. Merci à vous et passez de belles fêtes de fin d'année. Merci également. Famille. Au revoir.